Lorsque l'on débute en immobilier, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Dans un premier temps, on n'a pas envie d'acheter un bien que l'on ne peut pas revendre. Dans un second, on n'a pas non plus envie de se retrouver endetté sur 20, 25 ans et d'être dans un inconfort financier. Enfin, on n'a pas envie de se retrouver à perdre des dizaines de milliers d'euros, toute notre épargne qu'on a gagnée ou éventuellement qu'on a reçue lors d'une donation, d'un héritage. Moi, je ne vais pas vous parler comment acheter 40 biens immobiliers, de posséder une dizaine d'immeubles, de rapports et ainsi de suite. À titre personnel, j'ai investi dans l'immobilier depuis 2017 et aujourd'hui, ce que j'ai réussi à réaliser, c'est d'avoir un budget de logement qui est à zéro, voire même des années positives comme en 2025. Je vais donc vous partager dans cette vidéo 3 erreurs à ne surtout pas faire lorsque l'on débute en immobilier et qui vont vous permettre de vous retrouver dans une situation financière beaucoup plus favorable que la veille, sans rêve de Dubaï, Lamborghini et compagnie. Je commence tout de suite avec le premier point. La première erreur à ne surtout pas faire dans l'immobilier, c'est de ne pas acheter. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien, effectivement, vous êtes aujourd'hui peut-être dans une situation où vous pouvez emprunter parce que vous avez de l'apport. Vous avez un revenu du travail. Un revenu, allez, on va prendre un exemple avec 1800 euros. On ne va pas prendre des 3000, 10 000, des revenus que tout le monde n'a pas. On prend une situation que tout le monde peut avoir, nécessitant quand même un petit peu d'apport, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez aujourd'hui 1800 euros mensuels, vous avez une capacité d'emprunt de 100 000 euros, avec un taux d'intérêt environ à 3,5%. Excusez-moi des chiffres mathématiques, mais nous sommes obligés de passer par là. Vous allez pouvoir dépenser, en remboursant votre capital et les intérêts bancaires, 600 euros par mois environ. Et donc, au terme de 25 ans à rembourser votre crédit, vous aurez acquis un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros. Alors, vous pouvez soit faire comme tout le monde, qui n'est pas forcément la meilleure stratégie, d'acheter votre résidence principale, et à terme, vous aurez donc bien mis de côté 100 000 euros. Ce n'est pas une mauvaise astuce, j'en reparle dans un instant. Soit éventuellement, fait du locatif. Fait du locatif, c'est un locataire qui paye les mensualités de crédit à votre place, et à la fin, vous avez utilisé le temps de quelqu'un pour justement payer ce bien. Je reviens sur la résidence principale. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans un premier temps, ce qu'il faut noter, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez la capacité de mettre 100, 200, 300, 400 euros de côté mensuels tous les mois? Moi, je pense que beaucoup de monde peuvent le faire. Mais en fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Forcément, ça demande de faire un effort colossal. Un, de maîtriser son budget parfaitement. Deux, éventuellement, d'avoir cette rigueur, cette discipline mensuelle et tout au long de l'année. Et trois, il manque un contexte extérieur qui est là pour nous pousser à le faire. C'est pour ça qu'acheter sa résidence principale peut devenir une solution. Vous êtes engagé auprès de la banque, vous êtes obligé mensuellement de rembourser ce crédit. Donc vous n'avez pas le choix. Vous recevez votre salaire, vous payez votre crédit, point. Et donc 25 ans plus tard, vous vous retrouvez avec ce que j'ai envie d'appeler un effort d'épargne réalisé sur 25 ans, et donc la somme de 100 000 euros. Alors vous possédez le bien qui vaut 100 000 euros, peut-être même plus, parce que inflation, prise de valeur et ainsi de suite, mais vous avez été forcé à mettre 25 000 euros de côté. Donc, on va dire que c'est une stratégie un peu de flemmard, d'une certaine manière, qui vous permet de mettre de l'argent de côté. Vous pouvez très bien, donc on a dit, faire du locatif, compter sur quelqu'un d'autre pour payer le bien. Ça ne va pas forcément changer votre lifestyle pendant la durée de détention du bien. Parce que le bien, il a un coût, le locataire paye ce coût, et pendant 25 ans, pour vous, c'est une carte neutre. Vous allez seulement gagner de l'argent après les 25 ans. Si vous, aujourd'hui, voulez que ça change drastiquement votre quotidien, il faudrait lier les deux. Faire ce que j'appelle moi un logement hybride. Avoir votre logement qui vous rapporte de l'argent. Et d'avoir des locataires autour du logement. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. J'en fais plein. J'en mettrai une sur le côté à l'écran. Par exemple, je l'ai évoqué. En 2025, j'ai réussi à vivre gratuitement chez moi grâce à mon logement. Je continue du coup avec le deuxième point. Le deuxième point, qu'est-ce que c'est? On restera bien jusqu'au troisième qui est très important et sous-estimé par beaucoup de monde. Conserver un bien qui ne me rapporte pas. Je vais m'adresser donc à toutes les personnes qui aujourd'hui auraient déjà acheté leur résidence principale, qui auraient éventuellement reçu un bien d'une donation, d'une succession, ou éventuellement qui seraient propriétaires d'un bien en locatif. Peu importe toutes ces différentes situations, vous avez toute une certaine obligation
qui est face au monde un petit peu capitaliste qu'on a aujourd'hui, vous devez faire face à un bilan comptable. Comme une entreprise. Une entreprise, elle réalise du chiffre d'affaires, à la fin de l'année, il faut qu'elle ait réalisé du bénéfice. Donc on va séparer notre tableau avec une feuille et un stylo en deux. D'un côté, on va noter les dépenses, de l'autre côté, on va noter les revenus. Il faut que les revenus dépassent vos dépenses, sinon économiquement, ça ne fonctionne pas et sur le long terme, vous allez faire faillite. Aujourd'hui, ce qui est assez fort, c'est que les entreprises doivent fonctionner comme ça, donc la majorité du temps elles le font, sinon elles sont en faillite. L'État, lui, se permet de ne pas fonctionner comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc souvent les particuliers se disent qu'eux peuvent se permettre de faire la même chose, alors que financièrement ce n'est pas quelque chose de juste. Chacun fait ce qu'il veut, et je ne suis pas là pour juger les personnes qui n'ont pas envie de prendre en compte leur budget, de se mettre justement à faire des efforts à ce niveau-là, mais il n'empêche que mathématiquement, c'est relativement simple. Vous dépensez moins que ce que vous gagnez, donc vous pouvez soit économiser plus, soit avoir plus de projets plus tard, éventuellement. Essayons de différer les projets, c'est-à-dire de ne pas les réaliser tout de suite, mais de les faire plus tard. Ils auront en plus une meilleure saveur que de tout acheter et de tout consommer tout de suite, comme si on était dans du sucre ou de la dopamine rapide sur les réseaux sociaux, par exemple. À ce titre-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on se dit qu'on va justement acheter cette résidence principale pour avoir les locataires dans un logement annexe, en colocation, peu importe. Et ça va justement permettre d'augmenter nos revenus, malgré les dépenses qui sont là. Et en fait, dans notre bilan comptable, on se retrouve dans une position favorable. Alors que si j'achète moi tout seul ma résidence principale, eh ben, j'ai des dépenses qui sont fortes, j'ai mes revenus qui sont là, mes revenus n'ont pas augmenté. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, à titre personnel, votre logement, votre résidence principale vous coûte ou vous rapporte de l'argent? Est-ce que votre logement locatif vous coûte ou vous rapporte de l'argent? Est-ce que vous avez un cash flow positif qui vous aide à payer votre logement, votre alimentation, votre transport? Est-ce que le bien que vous avez reçu d'une donation, d'une succession, peu importe, vous rapporte de l'argent? Ou est-ce qu'il est simplement stocké quelque part, pas de locataire, il y a une taxe foncière à payer, il vous coûte de l'argent? Réfléchissez à ces questions-là. Et est-ce qu'il est possible soit de conserver le bien dans les bonnes conditions, soit de le vendre pour repartir sur un autre projet qui ferait plus de sens économiquement? Évidemment, il faut laisser de côté les émotions, les sentiments et compagnie, parce qu'on est sur quelque chose, on parle de valeur économique. On n'est pas là pour parler d'argent, de gagner toujours plus, non, juste de valeur économique. Et lorsque l'on regarde une entreprise, ou l'État ou un particulier, le bilan comptable à la fin doit être positif, sinon on court à la faillite. Et malheureusement, quand on empile les dépenses, une voiture trop chère avec un crédit, un appartement qui ne rapporte pas d'argent ou qui nous coûte parce qu'il a une taxe foncière alors qu'il n'est pas loué, c'est des dépenses qui s'accumulent et qui nous empêchent ou d'épargner ou de penser à notre retraite ou éventuellement de faire les projets qu'on aura envie de faire maintenant. Donc, coupons les dépenses, essayons d'augmenter les revenus et on se retrouve favorablement, enfin dans une position beaucoup plus favorable. Le troisième point qu'il faut absolument noter et que personne ne va dire sur Internet, en fait, c'est quoi? Ce serait de se dire, troisième erreur, ne surtout pas abandonner sur le chemin de la réussite en immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonner. Quelqu'un qui n'a pas commencé à abandonner déjà. Quelqu'un qui a commencé et qui vend son bien en cours de parcours. Quelqu'un qui a reçu un bien justement de sa famille et qui n'en fait rien à abandonner. Abandonner parce qu'il ne croit pas au potentiel, à quelque chose de possible. Et je ne parle pas, encore une fois, de quelqu'un qui achète 40 appartements. Je parle de quelqu'un qui se consacre simplement à regarder le bilan commercial, les dépenses, les revenus, et à faire en sorte qu'il y ait plus de revenus que de dépenses. Aujourd'hui, malheureusement, et j'en suis pas fier, nous sommes dans un monde capitaliste. Et qu'on le veuille ou non, le monde capitaliste impose des règles mathématiques, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, de bilan comptable. À partir du moment où on accepte cette situation et qu'on joue au jeu du capitalisme sans vouloir devenir riche, prendre l'argent des autres, ne pas faire des choses éthiques, simplement, mathématiquement, selon comment a été créée la monnaie, l'émission monétaire, notre argent est détruit chaque année. Donc il faut essayer, si on veut en garder, eh bien essayer d'en produire d'une manière différente que notre travail pour garder du pouvoir d'achat sur le long terme, préparer nos vieux jours, la retraite, transmettre à nos enfants et ainsi de suite. Je n'ai pas le choix que de voir que ces règles existent. Donc après, chacun fait comme il le souhaite. Préférer aller jouer dehors
Moi, j'adore aller jouer dehors, mais le fait que je joue au jeu du capitalisme et que ça me permette de payer mes activités pour les jouer dehors, c'est encore mieux. L'idée pour moi, c'est de dire que l'on pourrait acheter notre liberté grâce à ce système, justement, grâce à ces règles. Encore une fois, je répète, ce n'est pas d'acheter 40 appartements et de se retrouver les orteils en éventail sur la plage, mais c'est simplement de se retrouver dans une situation financière beaucoup plus confortable. Je diminue mes dépenses, j'augmente mes revenus et donc je peux réaliser mes projets. À partir du moment où j'ai augmenté mes revenus, je peux plus facilement épargner. Si j'épargne plus facilement, ma vie est plus sereine. Et si je suis plus serein dans mon quotidien, moins de stress et ainsi de suite, c'est beaucoup plus cool. Si on fait la même chose au niveau des projets, si jamais j'arrive à mener plus de projets, je peux avoir plus de plaisir dans mon quotidien, être un peu plus heureux. Éventuellement, on ne pourra pas dire que l'argent fait le bonheur, mais il n'empêche que ça y contribue fortement. Quand on a envie juste simplement de partir en vacances et de ne pas compter, c'est le moment. Compter le budget avant de partir et une fois qu'on est sur place, pouvoir se lâcher tranquillement. Comme je l'ai dit, moi je le répète, pour moi, la clé numéro 1 justement en immobilier aujourd'hui et dans les conditions actuelles comme on est, c'est-à-dire des taux immobiliers qui sont relativement élevés, des prix d'achat qui sont relativement élevés aussi, j'en bégaye parce que c'est insupportable, mais c'est comme ça. On est face à un constat. On doit faire le constat que c'est de plus en plus compliqué. On ne peut plus acheter 40 appartements comme avant. On ne peut pas non plus rester locataire et mettre 1000 euros par mois par les fenêtres. Il faut agir. Et comment agir? En tout cas, moi, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai réglé cette problématique. C'est par le logement hybride. Et donc, comme je dis depuis tout à l'heure, je vous mets des vidéos à regarder. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. C'était Valentin. À bientôt. Ciao.